Il est des trains qui ne transportent pas que des passagers, mais des secrets. Et parfois, ce ne sont pas les cris qu'il faut craindre, mais les silences. Ce soir, une vérité oubliée s'apprête à refaire surface entre élégance feutrée et justice personnelle. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. La lumière dorée de la fin du jour se reflétait sur les pavés mouillés de la gare de Biarritz. Une pluie fine, presque timide, tombait sans conviction, comme si le ciel lui-même hésitait à troubler l'ordre du monde. Je descendis du fiacre, le col relevé, une valise à la main, et reconnus sans mal la silhouette familière de mon vieil ami. Poirot m'attendait, sous l'auvent de la grande verrière, l'air soigneusement disposé, son manteau impeccablement boutonné, une rose discrète à la boutonnière. « Hastings, mon ami, » dit-il en inclinant légèrement la tête, « vous êtes ponctuel, ce qui, dans une enquête, vaut presque vertu cardinale. » Je souris, sans comprendre encore ce qu'il entendait par là. Il ne s'agissait pourtant que d'un simple trajet en train de nuit. Du moins, le croyais-je. Le train s'appelait le Nord étoilé. Un nom poétique et bien mérité. Dès que nous eûmes posé le pied sur le marchepied, je fus saisi par l'élégance feutrée qui émanait du convoi. Bois verni, cuivre poli, tapisserie profonde, tout évoquait une époque où voyager relevait du privilège plus que du déplacement. Nous fûmes conduits au wagon numéro 8, réservé aux invités d'une certaine Madame de Saint-Léger, veuve respectable d'un industriel de l'Est. Poirot, à ce que j'appris, y avait été convié à titre de précaution, une notion qu'il accueillit avec un haussement de sourcils entendu. Ce compartiment, mon cher Hastings, est un théâtre, et vous allez voir, les rideaux vont bientôt se lever. Je n'y prêtais pas attention. À mes yeux, ce n'était encore qu'un voyage parmi d'autres. L'un après l'autre, les invités firent leur apparition. Je notai immédiatement l'air contrarié de l'homme d'affaires autrichien, M. Braun, je crois, qui monta sans un mot, les mâchoires serrées. Vint ensuite une jeune femme, au teint pâle, au regard hanté, que Poirot salua comme mademoiselle Hélène, la nièce de notre hôtesse. Un homme mince, lunettes fines, se présenta sous le nom d'Arnaud, avocat et neveu de la défunte famille. Il observait chacun, comme on jauge un adversaire. À son bras, une dame entre deux âges, raide et gracieuse, se présenta comme Madeleine, la dame de compagnie de Madame de Saint-Léger. Enfin, un homme seul, au costume simple mais bien coupé, monta en silence. Il ne serra aucune main. Ce fut Poirot qui murmura. Édouard, fils naturel, désormais reconnu, l'invité surprise. Un silence flottait entre eux, palpable. Les regards ne s'échangeaient que par éclairs. Les sourires étaient lisses et retenus. Moi, je sentais déjà ce que Poirot devait avoir flairé depuis le quai. Une tension indéfinissable, suspendue comme un orage dans l'air tiède du train. L'heure du dîner approchait, et pourtant Madame de Saint-Léger ne se montra pas. On servit un repas soigné dans la salle attenante au salon. Le personnel expliqua poliment que Madame préférait se reposer dans sa cabine et rejoindrait les invités au petit déjeuner. Personne ne protesta. Certains hochèrent simplement la tête, d'autres échangèrent un regard furtif. Moi-même, je trouvais cette absence singulière. Après tout, elle avait réuni ses gens pour une dernière traversée en famille, selon les mots de l'invitation. Pourquoi rester cloîtré dans sa cabine, par fatigue, par stratégie, par peur? Poirot, lui, mangea, en silence, et lorsqu'il leva les yeux, son regard passa lentement d'un invité à l'autre, comme s'il observait les pièces d'un jeu d'échecs encore à disposition,
Après le dîner, nous nous retrouvâmes dans le petit salon du wagon, les fauteuils profonds, les lampes tamisées et l'odeur du cuir patiné donnaient à l'endroit un charme discret. Pourtant, l'ambiance, elle, était tout sauf chaleureuse. Les conversations dérivaient sur des banalités. Le marché de Vienne, une galerie d'art à Bruxelles, la saison mondaine à Biarritz, mais sous cette couche de politesse affleurait quelque chose de plus tranchant. Hélène paraissait nerveuse. Elle faisait tourner un bracelet autour de son poignet sans discontinuer. Arnaud jetait des coups d'œil à sa montre avec agacement. Madeleine gardait un sourire figé, comme celui d'une statue que le temps n'atteint plus. Édouard, lui, ne parlait presque pas. Poirot, assis légèrement à l'écart, observait. Rien ne lui échappait, pas même les détails que moi, pourtant, attentif, aurais pu négliger. Un haussement d'épaule, un mot mal contenu, un soupir trop profond. Je ne saurais dire exactement pourquoi, mais j'avais le sentiment que cette soirée, bien qu'immobile, avançait vers quelque chose d'invisible et d'inévitable, alors que chacun regagnait peu à peu sa cabine. Je vis Poirot s'arrêter net près de l'une des banquettes du salon. « Tiens donc » murmura-t-il. Là, négligemment posé, se trouvait un carnet à couverture rouge. Il semblait ancien, un peu usé sur les bords, mais parfaitement intact. Poirot le souleva du bout des doigts, l'examina une seconde, puis le reposa. « À qui appartient ce carnet, mes amis » lança-t-il d'une voix posée. Personne ne répondit. Hélène haussa les épaules. Arnaud détourna le regard. Madeleine prétendit ne rien avoir vu. Édouard restait dans l'ombre, les bras croisés. Poirot n'insista pas, mais je vis briller dans ses yeux cette lueur précise, méthodique, presque douce, qu'il ne réservait qu'aux détails que les autres oublient et que lui considèrent comme essentiels. La nuit était tombée pleinement sur la campagne française. Le train roulait dans le noir, son rythme régulier semblant bercer les passagers vers un sommeil lourd. Dans notre compartiment, Poirot, assis droit, comme à son habitude, regardait fixement le plafond. Je venais à peine d'éteindre la lampe quand il dit, presque pour lui-même, « Il y a quelque chose qui cloche. » Je me redressai. « Qu'entendez-vous par là ?» Il posa les doigts, ensemble, pensifs. Il y a des sourires trop figés, des silences trop précis, et un carnet rouge qui apparaît sans explication. Je restai silencieux un moment. « Vous pensez qu'il va se passer quelque chose ?» demandai-je. Poirot répondit simplement. « Mon cher Hastings, dans ce wagon, il s'est déjà passé quelque chose. » Et sur ces mots, il ferma les yeux, pas pour dormir, mais pour réfléchir. Lorsque j'ouvris les yeux ce matin-là, le train n'avançait plus. C'est le silence, précisément, qui me tira du sommeil. Ce silence inhabituel, brisé seulement par le grincement lointain d'un métal comptant. Je jetai un coup d'œil vers la couchette opposée. Poirot était déjà levé, impeccablement vêtu, debout près de la vitre. « Nous sommes arrêtés » murmurai-je. Il acquiesça sans détourner les yeux. En pleine campagne, et trop tôt pour la moindre halte. Voilà qui n'est jamais bon signe. Un fin brouillard glissait entre les arbres à l'extérieur. L'atmosphère avait quelque chose d'irréel, suspendu. Lorsque nous quittâmes notre compartiment, un murmure courait dans les couloirs et un murmure de crainte, de confusion à peine contenue. Des regards s'échangeaient brièvement, sans mots. Les visages que nous croisâmes semblaient tous habités par la même question muette. Poirot avançait sans précipitation, comme s'il connaissait déjà la réponse. C'est devant le compartiment numéro 4 que le personnel s'était regroupé. L'un des jeunes stewards, visiblement troublé, tentait sans succès de frapper à la porte, en appelant Madame de Saint-Léger.
Aucun son ne lui répondait, sinon celui de ses propres coups. Un chef de service, l'air grave, nous reconnut et s'approcha aussitôt. « Monsieur Poirot, nous avons frappé plusieurs fois. La porte est verrouillée de l'intérieur. » Poirot inclina la tête sans mot dire et s'approcha de la poignée. Il l'effleura du bout des doigts, comme pour écouter ce qu'elle ne disait pas. Puis, calmement, « Il faut ouvrir immédiatement. » L'ordre fut exécuté avec précaution. On appela un contrôleur, muni d'un pass universel. En quelques secondes, le cliquetis du verrou céda, dans un son plus sinistre qu'il n'aurait dû être. Je sentis mon cœur se serrer. Derrière nous, le couloir était devenu silencieux comme une église. Chacun retenait son souffle. Moi-même, je ne savais ce que je redoutais le plus, une absence ou une présence. Poirot, déjà, poussait la porte avec lenteur. Le compartiment était paisible, trop paisible. Madame de Saint-Léger reposait là, allongée sur sa couchette, les mains posées sur le ventre comme dans un sommeil volontaire. Son visage, immobile, semblait privé d'expression, sans trace de lutte ni de douleur. Une lampe restait allumée, jetant une lueur douce sur les coussins brodés et la couverture soigneusement tirée. Je fis un pas en avant, puis m'arrêtai net. C'était bien un corps que nous avions devant nous, et non une dormeuse. Il y avait, dans le silence de cette cabine, une absence si profonde qu'elle ne pouvait tromper aucun œil. Poirot s'agenouilla lentement, et son regard alla de la gorge de la défunte jusqu'à la tasse posée sur la tablette. Une soucoupe fêlée, encore humide. Il la souleva, la sentit, et fronça les sourcils. Il murmura « Elle est morte paisiblement, mais pas naturellement. » Puis il se redressa, lentement. « Hastings, nul doute possible. Madame de Saint-Léger a été assassinée cette nuit. » Je crus alors sentir le train lui-même frémir, comme s'il avait compris avant nous qu'il transportait désormais un meurtre. L'arrivée des autres membres du personnel fut aussi discrète que professionnelle. La cabine fut isolée, le corps recouvert avec soin, mais l'agitation silencieuse de l'équipage ne parvenait pas à masquer la vérité qui, elle, ne cessait de croître. Poirot observe chaque détail avec l'attention d'un chirurgien. Rien n'échappa à son regard, ni la disposition du linge, ni la légère odeur d'amande amère qui flottait dans l'air confiné. Il effleura du bout du doigt une petite fiole vide dans la trousse de toilette. L'acide cyanhydrique peut-être, ou une forme raffinée de digitaline, souffla-t-il. Moi, je restais figé. Tout cela me semblait irréel. Cette femme que nous n'avions même pas vue, cette présence invisible autour de laquelle tout semblait tourner, gisait à présent, sans vie, à quelques pas de nous. Poirot se tourna vers moi. « Il faut comprendre, mon ami, cette mort n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'aboutissement d'un dessein, raffiné, précis, presque élégant. » Il marqua une pause. « Et cela, Hastings, est exactement ce qui me trouble. » Je ne compris pas encore ce qu'il voulait dire, mais je savais, à son ton, qu'il le pressentait déjà. Ce meurtre avait un sens, et ce sens était personnel. Nous quittâmes le compartiment en silence, laissant les membres du personnel refermer la porte derrière nous. Poirot m'entraîna aussitôt vers le salon, l'air soucieux. Il ne dit mot, mais je devinais ce qu'il venait vérifier, et en effet, la banquette où reposait la veille encore le carnet rouge était vide. Le carnet avait disparu, évidemment, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Il n'aurait jamais dû être visible si tôt. Je le regardais sans comprendre. « Vous pensez qu'il contenait quelque chose d'important ?» Poirot leva un sourcil. « Mon ami, un carnet n'est jamais laissé par hasard.
et lorsqu'il s'évanouit dans la nuit d'un crime, il n'est jamais anodin. Il effleura l'assise de la banquette du bout des doigts, comme pour y lire une empreinte invisible. Ce carnet est un symbole, Hastings, mais nous ne savons pas encore de quoi. Je n'osais pas répondre. Pour la première fois depuis le départ du train, j'éprouvais un frisson véritable. Poirot exigea que tous les passagers du wagon numéro 8 soient rassemblés dans le salon. L'annonce de la mort de Madame de Saint-Léger jeta un froid immédiat sur l'assemblée. Hélène blêmit, ses doigts se refermant sur un mouchoir qu'elle n'avait pas sorti de sa manche. Arnaud prit une inspiration sèche, comme s'il allait contester, puis se ravisa. Madeleine s'assit en silence, le regard fixé sur le vide. Édouard demeura en retrait, appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Poirot, les mains jointes, attendit que chacun s'assoie, puis parla d'une voix calme mais ferme. Madame de Saint-Léger est morte cette nuit. Elle n'a pas succombé à la fatigue ou à l'âge. Elle a été empoisonnée. Un souffle collectif parcourut la pièce. On se regarda brièvement, sans oser affronter les yeux des autres. Le poison évoquait la préméditation, la dissimulation, la froideur. Et plus encore, il évoquait l'intimité, car pour empoisonner quelqu'un, il faut s'approcher, comprendre ses gestes, savoir ses habitudes. Un assassin était parmi nous, et nous le savions tous. Le chef de bord annonça que nous arriverions dans moins d'1 heure à la petite gare de Dax, où les autorités pourraient être contactées. Mais Poirot, dans un calme absolu, se leva. « Je vous demande de ne pas ouvrir les portes. Pas encore. » Le chef hésita, embarrassé. Poirot insista doucement. Un crime a été commis dans ce wagon. Un meurtre soigneusement orchestré. Si l'assassin descend, il nous échappera. Or, je compte bien le démasquer avant la fin du voyage. Il y eut quelques protestations, mais la plupart des passagers se turent. Ils savaient que c'était là, dans ce train arrêté au milieu de nulle part, que les dés avaient été jetés. Le Nord étoilé n'était plus un train de luxe, c'était devenu une cage. Le salon fut vidé, les rideaux tirés, le service suspendu. Poirot demanda à interroger chacun des passagers, un par un, dans le petit compartiment de lecture voisin. Ce n'était ni une cellule, ni un tribunal. Et pourtant, lorsqu'on y pénétrait sous le regard impassible de mon ami, c'en avait le poids. Je demeurais à ses côtés, tel un scribe silencieux, et observais sa manière, si particulière, de poser les questions. Il ne cherchait pas à coincer. Il offrait des silences dans lesquels les autres trébuchaient. Il demandait peu, et obtenait beaucoup. Son attention ne portait pas seulement sur les mots, mais sur les mains, les paupières, les tons, les respirations, et surtout sur les moments où une réponse venait trop vite, ou trop tard. Quand il me glissa, « Commençons par mademoiselle Hélène », je compris à son regard qu'il attendait davantage d'un tremblement que d'une confession. Elle entra, pâle, les doigts retenant maladroitement un foulard qui glissait de son poignet. Je notais qu'elle évitait le regard de Poirot, préférant fixer un point sur la moquette. « Mademoiselle, » dit-il d'un ton doux, « avez-vous bien dormi cette nuit ?» Elle hocha la tête, puis ajouta, presque précipitamment, « Enfin, pas vraiment. » Je me suis levé un instant. Poirot pencha la tête. « Pour quelle raison, s'il vous plaît ?» Elle hésita. Ses doigts jouèrent nerveusement avec l'ourlet de sa manche. « J'avais perdu une broche, un bijou de famille. Je suis retourné dans le salon. » « L'avez-vous retrouvé ?» Elle hocha la tête sans conviction. Poirot se tut un instant, l'observant. Elle transpirait une nervosité à peine contenue. « Avez-vous remarqué si le carnet rouge s'y trouvait encore ?» Elle leva les yeux, surprise, puis secoua la tête. « Non,
Je ne l'ai pas vue. Elle sortit quelques instants plus tard, les épaules plus basses qu'en entrant. Je la regardais disparaître dans le couloir et murmurai à Poirot. « Vous la croyez ?» Il répondit doucement. « Elle m'a dit la vérité. » Mais ce n'était pas à propos de ce que je lui ai demandé. Arnaud entra comme un homme qui avait l'habitude des entretiens formels. Cravate bien nouée, chaussures brillantes, regard direct. « Monsieur Arnaud, » commença Poirot, « vous étiez, je crois, l'un des neveux de Madame de Saint-Léger. Le seul légitime, si l'on veut bien me pardonner la précision. » La réplique était glaciale. Poirot sourit poliment. « Aviez-vous des relations étroites avec votre tante ?»« Cordiales, peu fréquentes. Nous nous écrivions à l'occasion. » Poirot enchaîna. « Vous saviez qu'elle préparait un testament ?» Un éclair passa dans le regard d'Arnaud, mais il ne broncha pas. Elle m'en avait parlé, il y a quelques mois. Elle hésitait. Cela vous a-t-il contrarié? Il se redressa légèrement. « Je suis avocat, monsieur Poirot. Le droit successoral ne laisse guère de place à l'émotion. » Poirot fit mine d'acquiescer, mais je le connaissais trop bien. Derrière ce masque d'intérêt poli, il avait repéré quelque chose. Lorsqu'Arnaud quitta la pièce, Poirot me souffla. Il ment avec grâce, trop de grâce. Cela trahit toujours un calcul. Et je notais pour moi-même que parfois, la vérité la plus dangereuse est celle que l'on prononce avec détachement. Madeleine entra comme un automate qu'on aurait remonté. Elle s'assit, les mains croisées, sur les genoux, le port digne, presque militaire. « Madame Madeleine, » dit Poirot, « vous étiez la dame de compagnie de Madame de Saint-Léger depuis 22 ans, monsieur, depuis le décès de son époux. Et jamais de désaccord entre vous. » Elle pinça légèrement les lèvres, puis répondit. Madame avait un tempérament, affirmé. Mais je lui étais loyal, absolument. Vous aviez accès à ses effets personnels, à ses boissons, à ses médicaments? Un instant d'hésitation. Une ombre minuscule passa dans son regard. C'est moi qui préparais son infusion du soir, une camomille, toujours la même. Poirot nota cela sans mot dire, puis ajouta avec douceur. « Et ce carnet rouge, le connaissiez-vous » Elle secoua la tête, mais je perçus, à ce moment précis, une crispation étrange dans sa mâchoire. Lorsqu'elle quitta la pièce, Poirot murmura. « Elle ne ment pas comme Arnaud. Elle ment comme on ment à soi-même, pour survivre à quelque chose. » Et je sentis que derrière cette fidélité rigide se cachait peut-être une rancune bien plus ancienne. M. Brown s'avança avec l'élégance d'un homme qui considère la courtoisie comme un art. Costume sombre, accent discret, sourire mesuré. « Monsieur Poirot, c'est un honneur de vous rencontrer, même dans de tristes circonstances. » Poirot incline la tête. « Vous connaissiez bien Madame de Saint-Léger ?» Un partenariat ancien. Son mari et moi fûmes associés brièvement. Depuis, quelques échanges cordiaux. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette réunion? Il sourit. La nostalgie, je suppose, et un certain attachement au passé. Poirot poursuivit, les yeux mi-clos. Où étiez-vous entre minuit et 1 heure, monsieur Brown? Le sourire se figea imperceptiblement. Dans ma cabine, à lire. Auriez-vous accepté que quelqu'un vous voie? Il marqua un silence, puis haussa les épaules. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je doute que ce fût le cas. Lorsque Brown quitta le compartiment, Poirot se tourna vers moi. Il est trop poli, Hastings, trop exact, trop orchestral. Je hochai la tête. Un homme qui construit sa défense avant même qu'on l'accuse n'est jamais un simple passager. Édouard entra sans hâte. Son allure était discrète, presque fade.
et pourtant je ne pouvais m'empêcher de le trouver opaque. « Monsieur Édouard, vous avez récemment été reconnu officiellement par Madame de Saint-Léger. » Il acquiesça sans détour. Une reconnaissance tardive, mais sincère. « Quel genre de relation aviez-vous avec elle ?» Il haussa les épaules. « Difficile à dire. Nous nous apprivoisions. Elle voulait corriger ce qu'elle appelait ses silences passés. » « Et vous ?» Il eut un sourire mélancolique. « J'étais venu pour la paix, pas pour l'héritage. » Poirot l'observa longuement. « Vous n'avez pas quitté votre cabine cette nuit ?»« Non. Je n'ai pas le sommeil léger, mais je n'ai rien entendu. » Il se leva calmement, salua et sortit. Je soufflai à Poirot. C'est le seul qui ne cherche pas à paraître innocent. Poirot répondit « Parce que lui, Hastings, ne joue pas une scène. Il a déjà vécu un drame bien plus grand. Et cela, je le sentis, n'était pas qu'une intuition de détective. » Une fois seul, Poirot reprit son carnet. Pas le rouge disparu, mais le sien, rigide et soigneusement ordonné. Il y nota quelques noms, puis me montra un petit schéma reliant des flèches et des cercles. « Voyez-vous, Hastings, tous nos passagers ont quelque chose en commun, un lien indirect avec un événement ancien, quelque chose que chacun cherche à dissimuler, reformuler ou oublier. » Je regardais ces flèches, la broche d'Hélène, le thé de Madeleine, le silence d'Arnaud, la politesse excessive de Braun et le regard flou d'Édouard. « Un faux coupable se dessine, » murmura-t-il. « Ou plutôt, quelqu'un veut que nous croyions en sa culpabilité. »« Arnaud ?» demandai-je. Poirot sourit sans répondre. Une vérité, Hastings, se distingue par son calme. Les mensonges, eux, s'agitent. Et je compris que, pour Poirot, le plus grand indice n'était pas dans les faits, mais dans la manière dont on les dissimule. Je ne pus m'empêcher d'exprimer mes pensées. Il me semble pourtant, Poirot, que nous approchons d'un dénouement. Il y a des indices, des contradictions. Arnaud, ou peut-être Madeleine. Il secoua lentement la tête. Hastings, mon ami, aucune vérité n'est simple dans un train. Les apparences y sont d'autant plus trompeuses qu'elles sont confinées. Je demeurais songeur. La tension montait, et chaque passager semblait porter un masque. Certains l'avaient sculpté depuis des années. Poirot referma son carnet et murmura « Ce wagon est une petite scène, et sur cette scène, une tragédie plus ancienne s'est glissée sous le décor. » C'est dans l'après-midi que Poirot, silencieux, me fit signe de le suivre. Il avait ce regard particulier que je lui connaissais bien, celui qu'il arborait lorsqu'il s'apprêtait à soulever un coin du rideau. Nous retournâmes dans le compartiment de Madeleine, où il avait demandé à inspecter les affaires, prétextant une vérification des objets personnels laissés sans surveillance. Il ouvrit un sac à main rigide, d'un modèle ancien, soigneusement agencé. Tout y était en ordre, flacon d'eau de Cologne, mouchoirs brodés, carnet de prière. Mais entre deux gants de soie, il retira un objet finement glissé. C'était un carnet, à couverture rouge. Il le plaça dans sa paume, l'observa, et sans un mot, l'ouvrit. « Le même, » murmura-t-il. « Ou son double ?» Je demeurai stupéfait. « Vous pensez que Madeleine l'a volé ?» Il secoua la tête. « Non, Hastings, mais elle le garde, et cela est plus éloquent encore. » Je le regardai refermer l'objet, avec douceur, comme s'il s'agissait d'un bijou fragile. Et je compris en cet instant précis que ce carnet, ce simple carnet rouge, contenait une histoire bien plus ancienne que le crime de cette nuit. De retour dans notre compartiment, Poirot s'assit, le carnet posé devant lui comme une relique sacrée. Il l'ouvrit à nouveau, page après page, avec une lenteur presque religieuse. Ce qu'il contenait me frappa par son étrangeté. Des dessins.
à l'encre noire ou au crayon léger. D'une main visiblement douée, mais simple. Pas des études artistiques, non, des souvenirs. Une grande maison au toit pentu, une grille de fer forgé, un jardin en friche, une balançoire attachée à un vieux chêne. Puis, une scène d'intérieur, un tapis à motifs, un fauteuil imposant, un petit chien dormant près du feu. Mais ce fut le portrait qui me glaça, celui d'un garçonnet, seul, assis au bord d'un lit. Un regard vaste, presque absent, dessiné avec une telle intensité qu'on aurait cru entendre ses pensées. Poirot resta longuement silencieux, puis il déclara « Ce ne sont pas des œuvres, ce sont des souvenirs, et ils n'ont pas été dessinés pour être vus, mais pour ne pas être oubliés. » Je comprenais de moins en moins, mais mon instinct me disait que nous venions d'effleurer le cœur invisible de cette affaire. Poirot demanda à revoir Hélène dans le salon, seul à seul. J'y assistais en retrait, notant chaque geste. Il lui montra le carnet, ouvert, sur la page du petit garçon. Elle pâlit, puis secoua la tête. « Ce n'est pas moi qui ai dessiné ça. »« Pourtant, vous êtes artiste, mademoiselle. »« Oui, mais ce n'est pas ma main, je le jure. » Elle semblait sincère, mais son trouble ne faisait aucun doute. Ses doigts tremblaient en repoussant l'objet, comme s'il brûlait. Poirot la laissa partir sans l'interroger davantage. Puis, pensif, il me confia. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas dessiné ce carnet. Mais ce carnet, Hastings, la dessine elle. Et je me surpris à repenser au regard du petit garçon sur la page. Ce regard vide d'un enfant qu'on a volontairement retiré du récit des adultes. C'est au fond d'une valise que Poirot découvrit la pièce suivante, une photo ancienne, glissée entre deux carnets de voyage. Elle était jaunie par le temps, mais la scène restait lisible. Une classe d'enfants devant une grande bâtisse, probablement une pension, rangée du fond, les professeurs, rangée du milieu, des garçons en costume identique, rangée du bas, une fillette seule, en robe blanche. Poirot la tourna dans tous les sens, puis la compara, silencieusement, à un dessin du carnet, celui de la façade de l'école. « C'est le même bâtiment, » dis-je en approchant. Il approuva, puis, du bout du doigt, désigna un enfant debout sur le bord droit, légèrement tourné, presque flou. Et voici notre garçon. Je le reconnais à la courbe des épaules. Qui sont-ils? Ceux-là, nous allons devoir le découvrir, mais ce cliché, il le rangea dans une enveloppe, était dans les affaires de la victime, et il ne s'y trouvait pas par nostalgie. Je compris alors que ce crime avait des racines ailleurs, dans un autre temps, dans un autre lieu, et que Poirot venait, une fois de plus, d'ouvrir une porte sur le passé. Ce fut Poirot qui demanda à parler seul à Madeleine. Il prit soin d'adopter un ton presque doux, comme s'il redoutait d'effrayer une bête blessée. « Ce carnet, dit-il en le lui montrant, vous l'avez gardé. Pourquoi ?» Elle resta silencieuse. Puis, après une longue pause, sa voix se fit presque un murmure. « Je le reconnais, mais je ne l'avais pas vu depuis 30 ans. Vous souvenez-vous du garçon ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Il était au pensionnat. Un enfant triste. Il parlait peu. Il y avait eu une histoire. Quel genre d'histoire? Une accusation. Quelque chose avait disparu. Et la directrice avait désigné le garçon. Mais rien ne fut jamais prouvé. Son nom. Elle serra les lèvres. Je ne me souviens plus. C'est comme si on avait voulu qu'on l'oublie. Poirot la remercia, sans plus insister. Mais une fois seul, il me dit « Ce garçon, je pense qu'il ne s'est jamais effacé, on l'a effacé. » Et dans sa voix, je crus entendre non seulement la détermination du détective,
mais une nuance de tristesse. Dans notre compartiment, Poirot reposa le carnet et croisa les bras. « Hastings, ce que nous tenons là n'est pas une simple mémoire dessinée, c'est une œuvre de restitution. » Je ne compris pas immédiatement. Restituer quoi? Une identité, une histoire, celle d'un enfant qui a disparu sans laisser de traces, pas mort, non, mais effacé des récits, rayé des photos, nié dans les héritages. Je restais songeur. Vous croyez qu'il était lié à Madame de Saint-Léger? Peut-être son fils illégitime, peut-être le fils d'un homme qu'elle a détruit, peut-être un frère disparu. Il tourna une page du carnet. Ce garçon, Hastings, n'a jamais été pleuré. Ce carnet est son monument. Je sentis un frisson me parcourir. Et vous croyez que le meurtre de Madame de Saint-Léger est lié à lui? Il hocha la tête. J'en suis certain. Le poison, le carnet, les regards coupables, les silences de Madeleine. Tout pointe vers un passé que quelqu'un voulait déterrer. Je murmurai. Un passé enterré par la victime elle-même. Poirot ferma doucement le carnet. Et quand on enterre un enfant vivant, Hastings, il finit toujours par revenir. Ce fut à la faveur d'un moment calme, alors que la tension semblait suspendue comme un fil, au-dessus de nos têtes, que Poirot s'isola avec le conducteur du train. Il l'avait fait venir sous prétexte de réorganiser les horaires, en raison du désagrément causé par l'arrêt prolongé. Mais je savais, à la façon dont il croisait les mains, que ce n'était là qu'une mise en scène. Le conducteur, un homme discret, aux yeux prudents, finit par livrer ce qu'il savait, ou, plutôt, ce qu'il avait cru bon de taire jusque-là. Avant l'embarquement, monsieur, Madame de Saint-Léger m'a demandé si les cabines étaient bien isolées. Poirot haussa un sourcil. Elle avait une inquiétude particulière. Elle m'a dit qu'elle comptait faire une annonce importante. Elle a dit que cela pourrait surprendre. Poirot remercia le brave homme avec une courtoisie extrême, puis se tourna vers moi. « Voilà, Hastings. Une vérité devait être révélée dans ce train. Elle ne l'a jamais été. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est une interruption. » Et je compris que, pour Poirot, il n'y a rien de plus dangereux qu'une vérité interrompue. Nous étions à peine revenus à notre compartiment qu'un membre du personnel nous remit un petit papier trouvé sous la porte du compartiment de la victime. Un billet, plié avec soin, mais sans nom ni signature. Poirot le déplia avec précaution. L'écriture, fine et droite, trahissait une main sûre. Le message était bref, mais glaçant. « Tu as détruit une vie. Ce soir, c'est ton tour. » Je sentis un frisson me remonter la colonne vertébrale. Poirot resta pensif. Il lut le billet plusieurs fois, puis le reposa lentement sur la table. « Ce n'est pas une menace de dernière minute, Hastings. C'est une promesse. » « Une promesse? Oui. Ce message n'a pas été écrit dans la colère. Il a été préparé. » Je regardais le papier, fasciné par sa simplicité. « Vous pensez qu'il vient de l'un des passagers? Il ne peut venir que de l'un d'eux. » Il prit le carnet rouge, désormais presque sacré, et l'ouvrit à une page vide. Nous avons maintenant deux voix, celle d'un enfant qu'on a effacé et celle d'un adulte qui est revenu. Et moi, je commençais à sentir que cette enquête ne cherchait pas seulement un coupable, mais un fantôme avec une dette. Dans le calme du compartiment, Poirot disposa sur la petite table les éléments rassemblés jusqu'alors. Le carnet rouge, la photo de classe, le billet anonyme. Il ne parlait pas, mais je savais que son esprit reliait déjà ces objets entre eux, comme des morceaux épars d'une confession enfouie. Il passa lentement son doigt sur la couverture du carnet. Ce carnet n'a pas été écrit pour être lu. Il a été caché.
comme on enfouit un secret. Puis il me regarda, et pourtant, il est réapparu, dans le sac de Madeleine, comme un témoin silencieux. Je hochai la tête. Vous croyez toujours que ce garçon représenté est lié à la victime? Non, je crois qu'il est lié à sa faute. Poirot ferma les yeux une seconde. Il y a eu, dans le passé de Madame de Saint-Léger, un événement, un acte ou une omission, qui a broyé une vie innocente. Il posa le billet à côté de la photo. Ce meurtre n'est pas un geste de folie. C'est une réponse. Et je me demandais à cet instant si parfois la justice ne prend pas un visage si ancien qu'elle en devient méconnaissable. Ce qui frappait Poirot, me dit-il ce soir-là, alors que nous dînions seuls dans notre cabine, ce n'était pas la complexité du mobile, c'était son absence apparente. Regardez-les tous, Hastings, Arnaud, le neveu rigide, Hélène, la nièce égarée, Madeleine, la servante fidèle, Édouard, l'enfant de l'ombre, et Brown, l'étranger poli. Il fit une pause. Aucun d'eux ne semble avoir eu intérêt à tuer. Pas d'héritage immédiat, pas de querelle publique, pas de jalousie manifeste. Je hochai la tête, pensif. Alors pourquoi tuer? Poirot tapota doucement son couteau contre son assiette. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un crime d'intérêt, mais d'un crime de mémoire. Il leva les yeux. Et lorsqu'aucun mobile ne saute aux yeux, Hastings, cela signifie qu'il est trop ancien pour être encore visible. Je compris alors que cette affaire ne se résoudrait pas par l'observation d'une tasse de thé ou d'une trace de pas. Elle exigerait de comprendre ce que chacun de ses passagers avait cherché à oublier. Et Poirot, lui, ne croyait jamais aux oublis sincères. Ce fut cette nuit-là, alors que les couloirs s'étaient vidés et que le nord étoilé reprenait lentement sa course vers Paris, que Poirot m'exprima enfin son intuition. Hastings, le coupable ne se cache pas derrière une attitude trouble, mais derrière une innocence trop lisse. Je le regardai, surpris. Vous voulez dire que ce n'est pas Arnaud, ni Madeleine? Il secoua la tête. Trop d'emportement chez l'un, trop de raideur chez l'autre. Ce sont des écrans. Il marqua une pause. Mais Édouard, vous souvenez-vous de sa manière de répondre? Calme, mesuré, trop calme. Je me redressai. Vous croyez qu'il joue un rôle? Non, pire. Il a cessé d'en jouer. Il n'a plus rien à prouver. Poirot se leva et regarda par la fenêtre. Les gens qui n'ont rien à cacher sont rares, mais ceux qui n'ont plus rien à perdre sont les plus dangereux. Et en cet instant précis, je compris que le rideau s'était levé sur l'acte final, même si nous n'avions pas encore vu le vrai visage de celui qui tenait la plume. Il semblait presque inévitable que les soupçons finissent par converger vers Arnaud. Trop sûr de lui, trop prompt à relever chaque mot. Il avait la froideur de ceux qui vivent dans la logique, mais sans chaleur. Ce fut l'un des stewards qui apporta l'élément décisif, une trousse oubliée, placée dans le compartiment d'Arnaud, contenait un flacon sans étiquette, et quelques grains d'un résidu poudreux que Poirot identifia comme un alcaloïde toxique. « C'est absurde, » protesta Arnaud. « Cette trousse n'est pas à moi. » Mais il ne nia pas sa présence dans le compartiment. Et lorsque Poirot mentionna qu'il avait servi lui-même un verre à sa tante la veille au soir, sous prétexte de l'apaiser, le silence tomba lourdement sur le salon. Pour beaucoup, l'évidence était là. Mobile financier, accès au compartiment, trace du poison. Que fallait-il de plus? Je regardais Poirot. Il demeurait impassible, comme s'il écoutait un chant qu'aucun d'eux nous ne percevait. Et dans son silence, je crus lire non l'approbation, mais une gêne. « Trop simple, » murmura-t-il,
presque pour lui-même. Et je compris que, pour mon ami, toute vérité servie trop chaude devait être refroidie par la raison. Nous atteignîmes la petite gare de Nérac, en fin de matinée. Un arrêt technique, le seul non prévu sur l'itinéraire, où les autorités avaient été discrètement appelées par le chef de bord à la demande de Poirot. 2 gendarmes montèrent à bord, et sans éclat, Arnaud leur fut remis. Il n'opposa pas de résistance. Il regarda Poirot avec une expression étrange, ni colère, ni peur, une sorte de lassitude hautaine, comme s'il avait toujours su que le destin ne jouerait jamais en sa faveur. Les passagers observaient la scène depuis le salon. Hélène détourna le regard. Madeleine se signa discrètement. Édouard, lui, resta figé, l'expression indéchiffrable. Lorsque les portières se refermèrent et que le train repartit, j'osai enfin dire « C'est donc terminé ?» Poirot haussa les épaules. « Terminé, Hastings ?»« Non, commencé, peut-être. » Il fixa longuement le couloir désert. Parfois, celui qui quitte la scène trop tôt n'est pas le coupable, mais l'ombre que le vrai coupable voulait que nous regardions. Et cette phrase, dans la bouche de Poirot, me fit comprendre que l'essentiel n'était pas dans l'arrestation d'un homme, mais dans la mise en scène de sa culpabilité. Nous regagnâmes notre compartiment, et Poirot demeura longtemps silencieux, assis devant la fenêtre comme absorbé par le défilement des champs. Puis soudain, son regard se posa sur un détail infime. « Hastings, vous souvenez-vous de la robe d'Hélène, hier soir ?» Je fus surpris par la question, mais tâchai de me remémorer la scène. Une robe bleu pâle, il me semble, avec un châle. Justement, et ce matin, une blouse crème, je crois. Pourquoi ? Poirot se leva et marcha vers la porte. Elle avait ce matin une tache verte à la manche droite. Un verre épais, gras, une peinture à l'huile. Je fronçai les sourcils. Et alors ? C'est une artiste. Elle a sûrement peint récemment. Peut-être, mais rappelez-vous, elle a dit s'être levée dans la nuit pour chercher un bijou. Elle n'a jamais mentionné avoir touché une toile. Il s'arrêta. Et si ce n'était pas un bijou qu'elle cherchait, mais un souvenir, un message, un symbole ? Je sentis le doute m'envahir à mon tour. Peut-être que la vérité s'était glissée, non pas là où l'on mentait, mais là où l'on n'osait rien dire. Poirot passa la fin de l'après-midi à reconstituer, mentalement, le déroulement de la nuit du crime. Je le vis, les yeux mi-clos, réciter pour lui-même les mouvements supposés des passagers. À plusieurs reprises, il reprit la chronologie, ajusta un détail, corrigea une heure. Puis il m'expliqua. Nous avons un salon où 6 personnes se sont croisées à divers moments. Nous avons une cabine verrouillée. Nous avons un carnet disparu. Il marqua une pause. Et nous avons une tasse posée à gauche du lit, alors que Madame de Saint-Léger était droitière. Je clignai des yeux. Que cela signifie-t-il ? Qu'elle n'a pas bu seule, ou du moins qu'elle n'a pas servi sa propre tasse. Il soupira doucement. Arnaud a pu préparer une boisson, oui, mais quelqu'un d'autre l'a servie, avec soin, avec calme. Poirot ferma le carnet de notes d'un geste net. Ce crime est trop orchestré pour n'être que l'affaire d'un homme colérique. Il est le fruit d'un passé longuement mûri. Et moi, je commençais à entrevoir ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas un coup de théâtre, mais une tragédie ancienne qui avait attendu son dernier acte. Ce soir-là, alors que le train poursuivait sa course en direction de Paris, Poirot prit place face à moi dans le salon déserté. Il me regarda avec une gravité calme. « Mon cher Hastings, lorsque trop de preuves s'accumulent contre un homme, il faut se demander non pas s'il est coupable, mais qui avait intérêt à ce qu'il le paraisse.
Je hochai la tête. Vous croyez que tout a été disposé pour piéger Arnaud? Je le crois fermement. Il énuméra les éléments d'un ton posé. Une trousse dans son compartiment, des traces de poison, une dispute héritée, un mobile trop net, un geste trop exact. Puis il croisa les bras. Le vrai coupable n'a pas agi dans la panique. Il a planifié, calculé, et il savait que l'esprit humain se repose volontiers sur ce qui semble évident. Je pensais à Hélène, à son regard fuyant, à la peinture sur sa manche. Poirot, lui, regardait au-delà de la vitre. Un coupable intelligent cache son crime dans les évidences. Un coupable blessé, lui, le dissimule dans la douleur. Et je sentis que le rideau se levait non sur la faim, mais sur l'âme nue d'une vengeance longtemps contenue. Lorsque Poirot me fit signe de l'accompagner dans le wagon-salon, je compris qu'il approchait de ce moment qu'il affectionnait tant, celui où les voiles tombent, où les masques se fissurent. Il demanda au chef de train de convoquer tous les passagers dans le salon. La lumière du matin filtrait doucement par les rideaux, conférant à la pièce une solennité presque sacrée. Ils arrivèrent un à un, intrigués, inquiets. Madeleine, le teint pâle, serrait son sac comme un talisman. Édouard s'installa raide, le regard durci. Hélène, quant à elle, demeura droite, impassible. Poirot s'éclaircit la gorge. Mes amis, l'heure est venue de dissiper les ombres. Il prononça ces mots avec une gravité retenue, comme s'il ne se réjouissait nullement de l'éclat de la vérité. Son regard allait de l'un à l'autre, scrutant les silences, les battements d'yeux, les gestes anodins. Il ne s'agit plus, dit-il, de savoir qui a tué, mais pourquoi cette main, et pas une autre, s'est chargée de la justice. Un frisson traversa l'assemblée. Moi-même, je sentis que quelque chose d'ancien et de terriblement humain allait être révélé. Poirot poursuivit, et le passé reprit lentement possession de la pièce. « Mademoiselle Hélène », commença Poirot, en s'inclinant légèrement vers elle. Ou devrais-je dire « Mademoiselle Hélène Lezigne ». Elle ne réagit pas, aucun sursaut, aucune dénégation, seulement un clignement de paupières plus lent. Poirot se tourna vers les autres. Il s'agit d'un nom oublié, effacé des registres familiaux, celui d'un homme dont le destin s'est brisé au contact de la famille de Saint-Léger. Il se rapprocha, ses mains croisées dans le dos. Car Hélène n'est pas la nièce de la victime. Elle n'a aucun lien de sang avec Madeleine. Elle est la fille d'un homme que Madame de Saint-Léger accusa jadis d'un vol qu'il n'avait pas commis. Madeleine se leva brutalement. « C'est faux, mon oncle. » Poirot leva une main. « Madame, votre oncle s'est tu. » Et dans ce silence, une injustice a germé. Il se tourna de nouveau vers Hélène. « Vous avez fabriqué une identité, glissé dans la vie de celle que vous teniez pour responsable. Vous avez patienté, observé, et quand le moment est venu, vous avez agi. » Je n'entendis toujours aucun mot de sa bouche, mais dans son regard, je lus une vérité que les mots auraient trahie. Poirot reprit, sa voix plus grave, presque teintée de tristesse. L'homme en question s'appelait Jules Lezigne. C'était un employé discret, loyal, chargé des comptes de la famille Saint-Léger. Un soir, une somme disparut, et Madame de Saint-Léger, influente, déterminée, le désigna comme seul responsable. Il fit une pause. L'enquête fut sommaire. Lezigne fut arrêté, jugé. Il n'avait ni moyens, ni défense. Et pourtant, jusqu'à la fin, il nia. Je retins mon souffle. Il est mort dans sa cellule, pendu de sa propre ceinture. La prison l'avait ruiné, mais c'est l'infamie qui l'avait tué. Poirot se tourna vers Madeleine. Il y a eu, madame, un silence volontaire, pesant.
Personne dans votre famille n'a jamais évoqué l'affaire, n'est-ce pas? On a couvert la honte sous les tapis orientaux. » Elle baissa la tête. Hélène, elle, restait droite. Et cet oubli organisé a nourri un chagrin d'enfant. Le mot était juste, un chagrin d'enfant. Non pas une haine féroce, mais une douleur ancienne, profonde, inguérissable. Je compris alors que cette affaire n'était pas un crime, mais une cicatrice vivante que personne n'avait voulu regarder. Ce qui est remarquable, dit Poirot avec une lenteur calculée, c'est la patience. Il observe Hélène avec une sorte de respect grave. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas dénoncé. Vous avez étudié, planifié, préparé. Vous avez reconstruit une existence autour d'un nom emprunté, d'un passé inventé. Il se tourna vers les autres. Pendant des mois, elle a appris les habitudes de la victime. Elle a feint une affection, une loyauté. Elle a su gagner la confiance, occuper l'espace laissé vacant par les vrais héritiers. Poirot s'arrêta. Et surtout, elle a attendu. Elle a attendu que le voyage se prête au crime, que les regards se détournent, que la nuit, comme autrefois, enveloppe les actes. Je sentis ma gorge se serrer. Ce crime n'a pas été commis par colère. Il fut lent, réfléchi. Il désigna le carnet rouge sur la table. Chaque page, chaque trait de crayon, chaque geste faisait partie du plan. Hélène ferma les yeux un instant, non pour fuir, mais comme si elle acceptait enfin que la pièce se joue jusqu'au bout. Et moi, je me demandais si la justice, quand elle vient trop tard, ne devient pas elle-même une forme de douleur. Poirot prit le carnet rouge et le fit lentement tourner entre ses doigts. Ce carnet n'était pas un simple journal, il était une archive du chagrin, un reliquaire. Il l'ouvrit à une page. Ici, un croquis d'une maison à demi effacée. Là, un cheval à bascule. Ici encore, le portrait maladroit d'un homme qui regarde ailleurs. Il leva les yeux. Ce sont les souvenirs d'une enfance volée. L'enfant Hélène a dessiné ce qu'elle n'avait pas le droit de dire. Et l'adulte a conservé ces pages comme une carte vers la mémoire interdite. Édouard murmura « Des symboles codés ». Poirot acquiesça. « Codés, oui, mais pas pour égarer, pour se souvenir ». Il referma doucement le carnet. Le poison, le déguisement, l'intégration dans la famille, tout cela appartient à l'adulte. Mais le mobile est celui d'une enfant qui a attendu que le monde se retourne. Hélène rouvrit les yeux. Un instant, elle croisa le regard de Poirot, et j'eus la certitude qu'elle l'avait toujours su, qu'un jour, quelqu'un lirait entre les lignes de ce carnet muet. Poirot posa délicatement une petite boîte de tubes de peinture sur la table. « Voici, messieurs, dames, l'arme du crime. » Il désigna 2 tubes soigneusement nettoyés. À première vue, rien d'anormal. Mais un résidu a été retrouvé sur le bord de ces tubes, un pigment instable, légèrement granuleux. Il se pencha vers Hélène. « Vous êtes une artiste, vous avez appris à manipuler les huiles, à en comprendre les textures. Vous saviez qu'en mélangeant un alcaloïde spécifique avec un liant gras, vous obtiendriez une substance mortelle, lente, discrète. » Je frémis. Et vous saviez aussi que la victime, curieuse comme toujours, fouillerait parmi vos affaires. Elle a aimé voler un pinceau, observer les couleurs, parfois même peindre quelques traits. Poirot soupira. Elle a touché cette peinture, elle s'en est frotté les doigts, puis elle a porté ses doigts à sa bouche, comme elle avait l'habitude de le faire lorsqu'elle lisait. Il referma la boîte. Le poison ne lui a pas été servi. Il s'est glissé en elle comme un souvenir oublié. Un silence tomba, non d'horreur, mais de reconnaissance, car même dans son geste fatal, Hélène avait laissé le choix, ou du moins
l'illusion du choix. Quand Poirot cessa de parler, plus personne n'osait rompre le silence. Hélène, toujours debout, n'avait esquissé aucun geste. Elle ne pleurait pas, elle ne fuyait pas, elle attendait. Poirot s'approcha d'elle. « Vous ne niez rien ?» Elle inclina lentement la tête. « Non, monsieur Poirot. » Sa voix était douce, presque lasse, mais sans faiblesse. Je savais que vous comprendriez. Il la fixa un long moment, puis dit avec une gravité infinie. Ce que vous avez fait n'était pas justice. C'était une réplique, une tragédie répétée. Elle hocha la tête. Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Je voulais qu'elle ressente ce que ressent un enfant quand le monde s'écroule. Ses yeux ne fuyaient pas. Ils affrontaient, paisibles. Je sentis quelque chose d'étrange en moi, un respect douloureux, une admiration que je ne parvenais pas à réprimer. Poirot conclut d'un ton calme. La loi jugera. Mais l'âme, elle a déjà porté sa peine. Et dans ce silence lourd, feutré, presque sacré, je compris que la vérité, parfois, n'éclaire pas. Elle murmure, elle pèse, elle nous laisse seuls face à ce que nous aurions préféré ignorer. Un silence pesait encore sur le salon lorsqu'Hélène prit la parole. Ce ne fut pas une déclaration théâtrale, ni une explosion de mots, simplement une voix qui se fissurait à mesure qu'elle laissait échapper ce qu'elle portait depuis tant d'années. Oui, c'est moi. Je l'ai fait. Elle regardait droit devant elle, sans détourner les yeux, sans trembler. Mais sa voix, elle, portait les brisures de l'enfance, les cicatrices du passé. J'avais 8 ans lorsque mon père a été arrêté. Il n'a pas eu le droit de se défendre. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a juste baissé la tête, comme s'il savait que personne ne l'écouterait. Elle inspira profondément, et sa main vint effleurer machinalement le petit carnet rouge posé sur la table. Après sa mort, on m'a placé dans une pension. On m'a dit de ne plus prononcer son nom. Alors j'ai appris à le dessiner, à le peindre. C'est tout ce qu'il me restait. Elle marqua une pause. J'ai attendu, non pas pour me venger, mais pour qu'un jour, quelqu'un sache. Ses yeux croisèrent ceux de Poirot. Je voulais que la douleur change de camp, juste un instant, pour qu'il comprenne. Sa voix s'éteignit, et dans cet effondrement digne, il n'y avait plus de haine, seulement une fatigue ancienne, celle d'un combat trop long mené dans le silence. Après quelques secondes de silence, Hélène releva la tête. Ses traits étaient tirés, mais étrangement apaisés, comme si le fardeau venait de se déplacer, ne serait-ce que d'un souffle. Elle s'adressa à Poirot, non pour se justifier, mais pour poser une question qu'elle semblait porter depuis toujours. « Est-ce que cela fait de moi un monstre, monsieur Poirot ?» Sa voix n'était pas provocante. Elle n'attendait pas de réconfort. Elle cherchait une réponse, brute, nue, sans complaisance. « Est-ce que c'est cela que je suis devenue? Une femme qui empoisonne, une meurtrière ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il la contempla longuement, comme s'il tentait de lire au-delà des mots, dans l'épaisseur des années, dans les silences de l'enfance. Elle poursuivit. « Ou suis-je simplement une fille qui a voulu réparer ce que le monde avait balayé d'un revers de main ?» Elle s'interrompit, puis ajouta, plus bas, « Mon père est mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Moi, je suis prête à mourir pour un crime que j'ai commis. Est-ce cela la justice ?» Il n'y avait pas de colère, pas de défi, seulement cette étrange paix douloureuse qu'on trouve parfois au terme d'un long naufrage. Je me souviens encore de l'étau qui s'était refermé sur ma gorge. Il m'était tout simplement impossible de répondre. Les mots me fuyaient, comme s'ils avaient honte de se risquer dans un tel vertige moral. J'avais vu, entendu, suivi tant d'affaires aux côtés de Poirot.
mais jamais encore je n'avais été si profondément ébranlé. Il ne s'agissait plus d'un crime à élucider, ni d'un coupable à désigner. Il s'agissait d'un cœur humain, dévasté, qui battait encore sous les cendres. Je regardais Hélène, et je ne savais plus. Était-elle une meurtrière ou une survivante? Devais-je condamner son geste ou comprendre son cri? Mes yeux se posèrent sur Poirot, cherchant en lui une certitude, un repère. Mais même lui semblait plus lent, plus grave, comme s'il avançait dans un territoire que ni la logique ni la méthode ne suffisaient à éclairer. Je restai muet, mais en moi, tout vacillait. Poirot prit une lente inspiration. Son regard, d'ordinaire si pénétrant, avait perdu sa brillance familière. Il paraissait las, plus que je ne l'avais jamais vu. Pourtant, lorsqu'il prit la parole, ce fut avec cette justesse ferme qui le caractérisait tant. « Mademoiselle, je suis un homme des lois, mais je suis aussi un homme du cœur. » Il marqua une pause, ses mains croisées sur son ventre. « Ce que vous avez accompli est un crime, parfaitement planifié, exécuté avec une précision redoutable. » Hélène ne broncha pas. « Et pourtant, reprit-il doucement, je ne puis m'empêcher de ressentir une profonde tristesse, non pour la victime, mais pour ce qu'elle a représenté, une injustice muette, perpétuée, jamais réparée. » Il baissa la voix. « Vous avez agi là où d'autres se sont tus. Vous avez porté seul une vérité que le monde n'a pas voulu entendre. » Poirot s'approcha d'un pas. Mais la justice, la vraie, ne peut être rendue par la main tremblante d'une enfant devenue femme dans l'ombre d'un chagrin. Il s'inclina légèrement. « Je ne vous absous pas, mais je vous comprends. Et cela, mademoiselle, est peut-être ce qu'il vous fallait le plus. » Poirot resta un instant immobile. Puis, dans un souffle presque inaudible, il murmura « Non, mademoiselle, l'injustice d'hier n'excuse pas la vengeance d'aujourd'hui, mais elle l'explique. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un puits profond. Ils ne condamnaient pas, ils n'excusaient pas, ils éclairaient. Et dans ce timbre feutré, je perçus tout le poids de ce que nous avions tous choisi d'ignorer, les silences transmis de génération en génération, les douleurs rentrées, les absences maquillées en souvenirs. Il n'y eut pas de larmes, pas de cris, seulement ce murmure suspendu, fragile, comme la dernière note d'un morceau, qu'on ne rejouera plus jamais. Le nord étoilé approchait de Paris, et avec lui, l'atmosphère avait changé. Une pluie fine, continue, semblait accompagner notre lente progression, comme un linceul de mélancolie. Les silhouettes des gares de banlieue défilaient dans un flou gris, ponctué par le bruit discret des roues fatiguées sur les rails mouillés. Je restais assis, les mains croisées, incapable de rompre le silence qui régnait entre Poirot et moi. Tout avait été dit, et pourtant, temps restait suspendu. Le compartiment, jadis, le théâtre d'arguments, de soupçons et d'attentes fébriles, était désormais empreint d'une solennité étrange, comme si le train lui-même avait compris ce qu'il transportait, non seulement des passagers, mais des vérités trop longtemps restées à quai. Je jetai un œil par la vitre. Le ciel de Paris n'était pas celui des cartes postales. Il était bas, lourd, et pourtant, d'une certaine manière, juste, comme s'il épousait l'ombre laissée par ce que nous venions de traverser. Poirot se leva enfin, lissa un pli imaginaire sur sa manche, et, sans me regarder, murmura simplement « Il est temps ». Et je compris qu'il ne parlait pas seulement de descendre du train. Le quai semblait désert à notre arrivée, mais les silhouettes uniformes des gendarmes se détachèrent rapidement de la grisaille. Ils ne coururent pas, ne crièrent pas. Ils attendaient. Et Hélène, elle,
ne fit pas mine de résister. Lorsqu'elle apparut sur le marchepied, elle avait ôté son chapeau. Ses cheveux, légèrement défaits, trahissaient la fatigue d'une nuit sans sommeil. Mais son port restait droit, presque digne, une dignité qui n'avait plus besoin de se déguiser. Elle descendit lentement, entourée de 2 agents. Aucun geste brusque, aucune parole échappée, seulement des regards, ceux des autres passagers, curieux, chuchotants, ceux des autorités, concentrés, et le nôtre, suspendu. Je me surpris à ressentir une étrange forme de respect, non pour son acte, mais pour la manière dont elle l'assumait. Il n'y avait chez elle ni remords vains, ni orgueil déplacé, simplement une femme qui allait à la rencontre de son destin sans baisser les yeux. Et je crois qu'en cet instant précis, chacun sur ce quai comprit que ce n'était pas une criminelle ordinaire que l'on emmenait. C'était une histoire qui se refermait, une plaie ancienne qui, enfin, acceptait d'être montrée. Poirot, immobile à mes côtés, restait silencieux. Alors que les pas d'Hélène s'éloignaient sur le quai humide, elle se retourna une seule fois. Son regard chercha Poirot et le trouva. Il n'y sut pas de mots, pas de larmes, ni de gestes superflus. Juste ce regard, un regard chargé de tout ce qui ne pouvait être dit. La reconnaissance muette d'avoir été démasquée avec humanité, le soulagement d'un secret enfin libéré, et peut-être, aussi, la peur de ce qui allait venir. Poirot incline légèrement la tête, dans un salut presque imperceptible, non comme on salue un adversaire, ni même un accusé, mais comme on s'incline devant une douleur ancienne. Puis elle reprit sa marche, droite, jusqu'à disparaître dans la brume des uniformes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentis alors que le plus lourd du voyage n'avait pas été le crime, ni l'enquête, mais ce silence-là, ce regard, échangé sans un mot. Nous remontâmes le quai côte à côte, Poirot et moi, en direction du wagon numéro 8 où nous avions vécu, en quelques heures, des années entières d'histoires humaines. Aucun de nous ne parlait. Ce n'était pas un silence gêné, ni une retenue polie. C'était un silence plein, un silence nécessaire. Je sentais que malgré la résolution du crime, quelque chose restait irrésolu. Pas dans les faits, mais dans l'âme. Poirot marchait les mains croisées dans le dos. Son pas plus lent que d'ordinaire. Il ne scrutait rien, n'analysait plus. Il méditait, et moi, je le respectais assez pour ne pas tenter de meubler l'air de mots creux. Lorsque nous retrouvâmes le compartiment, je fus frappé par le calme qui y régnait, comme si toute la tension s'était évaporée avec le départ d'Hélène. Ou peut-être avait-elle seulement changé de forme. Je m'assis face à Poirot, qui restait debout, son regard flottant entre la table, la fenêtre et l'intérieur de lui-même. Je savais qu'il allait parler, tôt ou tard, que les mots viendraient, pesés, rares, mais essentiels. Et je savais aussi que ces mots-là, je ne les oublierais pas. Il s'arrêta enfin, face à moi, et ses lèvres se pincèrent légèrement, comme pour retenir une pensée qui lui échappait déjà. Puis d'un ton calme, sans emphase, il dit « Le vrai crime, Hastings, n'était pas dans ce compartiment. » Je levai les yeux vers lui, troublé. Il poursuivit « Le crime, le premier, le plus grave, fut d'ensevelir une vérité, d'écraser un homme sans preuve et de laisser une enfant grandir au milieu des décombres. » Il s'assit, enfin, en face de moi, et ferma un instant les yeux. Tout ce qui a suivi n'a été qu'une réponse, tragique, certes, mais terriblement humaine. Je ne sus que répondre, et au fond, je compris que sa phrase n'attendait pas de réponse. Elle venait clore une blessure avec la seule arme que possédait Poirot, la lucidité. Mon regard fut attiré par un objet resté sur la table du salon, le carnet rouge.
Je le pris doucement, l'ouvris. Et là, sur la première page, un portrait, au crayon. Un visage d'homme, dessiné avec une tendresse qui transparaissait dans chaque ligne. Sous le dessin, un seul mot, en lettres simples, presque enfantines. Papa. Je restais figé, le carnet ouvert dans mes mains. Ce n'était pas une preuve, ni un indice. C'était un cœur mis à nu, oublié là comme un dernier souffle. Je regardais Poirot. Il acquiesça légèrement, comme s'il savait ce que je venais de lire sans même le voir. Et pour la première fois, je sentis que cette affaire, malgré son épilogue, ne s'inscrirait pas dans la liste de nos triomphes, mais dans celle des histoires que l'on garde pour soi, en silence. Le train était vide à présent. Le wagon numéro 8 avait retrouvé son silence d'antan, comme si rien ne s'y était jamais déroulé. Et pourtant, chaque objet semblait chargé d'un poids nouveau. Chaque détail portait la trace d'un choix. Je pensais à Hélène, à son père, à Madame de Saint-Léger, à tout ce qui aurait pu être empêché si quelqu'un, quelque part, avait simplement écouté. Et je me surpris à murmurer, presque malgré moi, « Si c'était votre père, votre nom, votre passé, qu'auriez-vous fait ?» La question résonna en moi, comme une note suspendue, sans réponse, car au fond, il n'y a pas de morale unique. Il y a seulement des mémoires, des silences, et ce que nous en faisons. Et peut-être est-ce cela, le vrai mystère. Parfois, ce ne sont pas les preuves que l'on cherche, mais les silences que l'on apprend à entendre. Et vous, auriez-vous su reconnaître le coupable ? Derrière le masque de l'innocence parfaite? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec celles et ceux qui aiment démêler les fils de l'âme humaine. Car dans chaque mystère résolu, il demeure toujours une part d'ombre que nul ne pourra l'éclairer.